Dina, tu me le dis quand je commence ou comment? Donc, veuillez patienter je- et le webinaire commencera sous peu.
Bonjour à tous et bienvenue à cette causerie CGI. Je me présente Guy Jobin, je suis vice-président service aux entreprises à la Chambre et j'aurai le plaisir d'animer cette causerie ce matin. J'aimerais tout d'abord souhaiter la bienvenue à nos conférenciers. Il s'agit d'Éric Dequesne, qui est sous-ministre adjoint aux relations économiques et interministérielles du ministère des Relations internationales et de la francophonie, ainsi que nos trois délégués, Michel Boisvert, délégué général du Québec à Paris, Pierre-Luc Desgagnés, délégué général du Québec à Bruxelles, et Mariana Simeone, déléguée du Québec à Rome. Merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de vous avoir avec nous ce matin. On le sait, l'Europe a été frappée avant nous par cette crise. On regardait ce qui se passait chez vous et on appréhendait le pire. C'est comme si on avait vécu en fait en décalage cette crise. C'est pourquoi c'est très important, très intéressant de vous entendre ce matin sur pour faire le point aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y en est de cette crise et surtout de vous entendre sur la relance et sur la reprise économique. Donc, on va débuter ce matin par une mise en contexte de M. Éric Dequesne, suivi du panel des trois délégués. Enfin, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez dans le bas de votre écran un Q&A, un bouton Q&A, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Nous avons déjà reçu plusieurs questions et ça nous fera plaisir de compléter ces questions avec celles du public. Sans plus tarder, je laisse la parole à Éric Dequesne. Merci, merci Guy et bonjour à toute l'équipe de la Chambre. En fait, c'est avec un grand plaisir qu'on est avec vous ce matin, qu'on a accepté votre offre, en fait, de venir parler de la perspective de trois pays en Europe sur les enjeux, les occasions d'affaires qui se situent en France, en Italie, au Benelux. Alors, je profite de l'occasion pour saluer mes collègues chefs de poste du Québec en Europe, Michel, Mariana et Pierre-Luc, qui vont nous offrir une perspective fine de la lecture du territoire et de leurs territoires respectifs. Le but de mon intervention sera rapide. En fait, c'est tout simplement pour mettre un peu la table sur les différents sujets qui vont être présentés dans les minutes qui suivent. Bon, quelques salutations. Je salue aussi les collègues de notre ministère des Relations internationales et de la francophonie. Il faut savoir aussi qu'on a d'autres bureaux également en Europe. On a la chance d'avoir un réseau unique qui couvre l'ensemble de l'Europe. On a une délégation générale à Munich qui est dirigée par Elisa Valentin. À Londres, également sous la responsabilité de Pierre-Gabriel Côté. Et Barcelone, également dirigée par notre collègue Isabelle Dessureau. Nous avons aussi en ligne des collègues du ministère. Je fais vite là, quelques salutations d'usage du ministère de l'Économie et de l'Innovation, notamment Mme Émilie Saint-Pierre de la Direction générale de la politique commerciale, des collègues d'Investissement Québec, d'autres collègues du ministère de l'Économie qui seront avec nous et qui pourront répondre dans le chat éventuellement des questions plus pointues sur certains aspects du commerce et autres éléments de contexte. Alors, nous avons, comme je le disais, au Québec, la chance de s'appuyer sur un réseau de 6 représentations dans 6 pays européens qui couvrent 20 territoires. Alors, ce n'est pas rien. C'est un réseau, d'ailleurs, que nous avons à l'international qui nous permet, avec l'ensemble de ces réseaux, de pouvoir bénéficier d'expertise très pointue de nos chefs de poste et des équipes en territoire, de pouvoir débusquer des occasions d'affaires, d'avoir une lecture fine des territoires, des obstacles aussi, et de mettre en relief l'ensemble des capacités d'action très ciblées qu'on peut mettre en œuvre dans chacun des territoires. Aujourd'hui, nos chefs de poste à Paris, Rome et Bruxelles vont vous proposer et offrir un portrait de la situation actuelle, des plans de relance aussi qui sont mis en place par les pays respectifs sur lesquels nos collègues sont actifs. Et ça va nous permettre d'avoir une perspective fine, comme je le disais tout à l'heure, pour identifier des zones d'opportunités, d'occasions d'affaires au bénéfice de nos entrepreneurs. Cette lecture fine, comme je le dis, c'est ça qui fait la différence dans un marché, de pouvoir être vraiment très précis sur des actions spécifiques qui peuvent avoir une portée intéressante sur des cycles de résultats. Quelques mots sur la situation en Europe. Rapidement, mes collègues vont bien entendu y aller de façon beaucoup plus spécifique que je le ferai ici. Évidemment, l'Europe, si on prend le bloc européen, c'est notre deuxième partenaire en importance au niveau des relations internationales du Québec. On a différents éléments de conjoncture qui nous permettent d'apprécier ce bloc économique important. On n'a qu'à penser à l'accord économique et commercial global avec l'Europe, qui ouvre la porte à des millions de consommateurs.
450 millions pour être plus précis. Nos exportations vers l'Europe ont totalisé 11,3 milliards en 2019. C'est pas rien, évidemment. C'est un bloc économique hyper stratégique pour le Québec avec les États-Unis et l'ensemble des blocs, mais l'Europe, elle est vraiment un ensemble géographique très stratégique pour nous. Si on parle des investissements directs étrangers en provenance de ce même territoire-là, elles ont été de 2,3 milliards. Ça, c'est près de la valeur totale des investissements directs étrangers pour la même période. Donc, c'est vraiment, comme je le disais, sur les axes à la fois du commerce et de l'investissement, une zone économique excessivement stratégique, historique, mais c'est un marché d'ancrage avec les États-Unis qu'on doit absolument, absolument continuer à développer, et c'est ce que font nos chefs de poste et les collègues qui sont en territoire. Évidemment, tu le disais, Guy, en introduction, on pourrait en débattre et en parler longuement de la pandémie qui a amené une série de conséquences socio-économiques planétaires. Le Québec est bien entendu pas exclu de tout ça. Les pays s'organisent, le Québec s'organise, les pays en Europe s'organisent avec la mise en œuvre de plans de relance. L'Europe, des plans nationaux, mais l'Europe aussi, comme entité, comme bloc économique, a aussi évidemment défini un plan de relance très ambitieux, très ambitieux. On parle de 750 milliards d'euros. Notre collègue Pierre-Luc pourra donner quelques indications sur ce plan de relance-là, mais on peut imaginer la profondeur de ce plan avec les sommes importantes qui vont être consacrées justement à appuyer certains secteurs économiques et d'autres secteurs plus largement. On peut penser à des secteurs comme l'économie verte. On a lu beaucoup de choses sur l'Europe qui désire mettre un plan vert à exécution. Il y a le secteur des transports, de l'intelligence artificielle. Vous savez, il y a de nouveaux besoins qui sont apparus dans plusieurs territoires à l'étranger. Et notre objectif, c'est d'arrimer ces besoins avec la capacité du Québec de se positionner stratégiquement pour qu'on puisse répondre à des besoins en territoire. Alors, si on regarde rapidement les actions à venir, c'est comment en fait tirer profit de ces plans de relance, comment tirer profit de ces nouveaux besoins en territoire qui étaient importants il y a quelques années, qui sont devenus plus stratégiques et qui ont sur l'agenda national de certains pays été mis de l'avant pour qu'on puisse nous le regarder dans une perspective de positionnement commercial pour appuyer nos PME et nos entrepreneurs. Alors donc, nos chefs de poste sont à l'affût justement de ces occasions d'affaires en Europe et ailleurs dans le monde, incidemment. Et dans ce contexte, la collaboration avec nos partenaires traditionnels, que sont Investissement Québec International, que sont le ministère de l'Économie, évidemment, cette cohérence des actions entre les trois partenaires, le ministère que nous sommes, avec les partenaires que je viens de vous indiquer, est fondamentale pour qu'on puisse mettre en place des actions cohérentes. Alors, écoutez, voilà une introduction rapide. Je vais laisser la parole à nos chefs de poste qui pourront vous donner une perspective beaucoup plus pointue que celle que je viens de vous donner. Alors, voilà, Guy. Merci beaucoup, Éric. Ça met effectivement la table pour débuter notre panel. Comme première question, avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler de relance, j'aimerais ça que vous me fassiez peut-être un bref résumé de la situation actuelle, comment ça se passe présentement dans vos marchés respectifs. On vous a entendu quelques fois à la fin du printemps. Comment ça se passe présentement? On va peut-être débuter avec Mme Boisvert, avec Michel. Comment ça se passe en France? Écoutez, bonjour à tous, bien heureuse d'être avec vous ce matin. Avant de dire comment ça se passe en France, quelques chiffres, juste pour donner un état là, de l'économie française. L'économie française, c'est la 7e économie mondiale, 2e marché européen avec 67 millions d'habitants, un PIB par habitant à peu près le même qu'au Québec. C'est le 2e client du Québec parmi tous les pays de l'Union européenne. Une chose qu'on ne sait pas, c'est qu'après les États-Unis, la France, c'est le pays qui a plus de liaisons aériennes avec la France. Donc, quand on dit que la France peut être la porte d'entrée des entreprises québécoises pour l'Union européenne, on parle notamment de ces liens aériens et aussi de très, très bonnes infrastructures en France. On pense au train, évidemment. Avant la pandémie, l'économie française allait très bien. Il y a eu plusieurs réformes du marché du travail, rendre le marché du travail plus flexible, beaucoup d'investissements en recherche et développement, en innovation, de telle sorte que PIB français de 1,6 en 2019, plus fort que l'Allemagne, taux de chômage de 8,8 en baisse. On peut trouver ça beaucoup, 8,8, mais pour la France, c'était très bon. C'était 12 en 2017. Donc, ça allait bien. Bien sûr, pandémie, confinement très, très, très strict. À partir du 16 mars, pendant 2 mois, quand je parle de confinement strict, il fallait signer des attestations
pour sortir et on pouvait se faire contrôler par les policiers. Je me suis fait contrôler. Bref, tranquillement, l'économie a réouvert, mais là, malheureusement, on vient d'enregistrer au cours des 24 dernières heures le plus haut taux de contamination jamais observé depuis le début de la pandémie. Au moment où je vous parle, j'aurais voulu vous donner des détails, mais il y a le ministre des Finances, pas des Finances, le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui est en train de parler de nouvelles mesures. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y aura pas de confinement généralisé. Le gouvernement français ne veut pas retourner là. Peut-être confinement ciblé. En ce moment, à Paris, il faut se promener avec un masque, même lorsqu'on est dehors. Mais malgré tout, Paris demeurera toujours Paris. Paris, c'est toujours vivant, on se promène, il y a encore des gens aux terrasses des cafés, il y a encore des gens sur les bords de Seine, mais c'est évident qu'en ce moment, les écoles sont reparties, donc on veut y aller, geste barrière, on surveille. Si je peux avoir un petit peu plus de détails plus tard pour vous dire ce que le ministre de la Santé a dit, je vous le dirai, mais clair, pas de confinement généralisé. Et pour l'instant, il n'y a pas de quarantaine pour les entreprises québécoises ou canadiennes qui arrivent en France. En fait, pour toute personne arrivant du Canada qui débarque en France. Merci, Michel. Maintenant, du côté de l'Italie, Mariana, comment ça se passe de votre côté? Bonjour, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors, si vous suiviez l'Europe, vous savez très bien que l'Italie a été le premier pays en Europe, en Occident, à être frappé. L'Italie a aussi été la première économie à s'arrêter. Le 22 février, la Lombardie, presque en entier, s'est arrêtée. La Lombardie, vous devez comprendre, est le moteur économique de l'Italie. L'Italie aussi est un partenaire important du Québec. Il est le 4e partenaire pour importance, la 9e puissance économique au monde, une économie industrielle très importante, la 2e puissance industrielle, mais le coup a été très dur. Le confinement ici a été aussi très strict, tout comme Michel, moi aussi, je vais avoir des auto-certifications juste pour mettre le nez à l'extérieur de la porte. Il faut dire que les Italiens ont très bien suivi les consignes et les mesures. Ils ont montré un grand sens de discipline parce que c'était une situation très grave. Et aujourd'hui, maintenant qu'on est septembre, après la vague des vacances, on vérifie que le contagion en Italie, donc il est contenu. Il est contenu, très suivi, mais on ne remarque pas cette croissance qu'on a vue dans les autres pays européens. Ceci dit, alors, naturellement, l'industrie a pris un gros coup. Le deuxième trimestre, le PIB, la contraction était presque de 13%, mais ce trimestre, on voit qu'il y a un retour. Donc, pour l'année, ça devrait se placer à moins 8%. Le chômage est très marqué, presque 10%. Et auprès des jeunes, tenez-vous fort, les jeunes diplômés, 31%. Le chômage en Italie. C'est incroyable. Le secteur le plus touché, comme ailleurs dans le monde, c'est le tourisme. Le tourisme en Italie représente 15% de son PIB. Donc, les villes de Rome, Venise, Florence, Turin, Milan, ils ont vu disparaître 34 millions de visiteurs. Seulement ici à Rome, 10 millions de touristes sont disparus. Vous devez comprendre que nous recevons à Rome quelques 29 millions chaque année. Ajoutez à ça l'absence de travailleurs, 1,5 million de la fonction publique. Rome, la ville est assez vide ici. On voit les commerces qui ferment, on voit les restaurants qui ont mis la clé à la porte. Je vous donne cette indication, 80% des hôtels, par exemple, sont fermés ici. C'est quelque chose qu'on voit aussi au centre-ville de Montréal. En fait, on travaille beaucoup la Chambre justement pour ramener le 25% de gens dans les bureaux, ce qui est permis par le gouvernement. Pierre-Luc, du côté de la Belgique, comment ça se passe chez vous? Bonjour à tous, très heureux d'être là. Comme vous savez, nous, on couvre le territoire du Benelux, donc Belgique, Luxembourg et Pays-Bas. Et on est également responsable des relations avec l'Union européenne. Rapidement, évidemment, on vit nous aussi avec les contraintes qu'ont évoquées mes collègues, notamment quant au port du masque et quant au respect des consignes. Mais ça, c'est tout à fait normal. Ce qui est à retenir, par contre, c'est que la vie a repris, l'économie s'est remise en marche et une des particularités de la Belgique, c'est d'être le pays en Europe qui, au prorata, compte le plus grand nombre d'emplois dans le domaine des sciences de la vie. Et donc, parce qu'ils sont très actifs dans les sciences de la vie, ils ont un moteur là intéressant. Puis vous avez peut-être entendu parler cet été d'ailleurs que GSK, le géant mondial, qui a en Belgique une base importante pour toute la question des vaccins mondiaux, a convenu d'une entente avec une entreprise de la région de Québec, Medicago, pour développer
un vaccin contre la COVID-19. Donc, on voit que ça a amené de l'activité, même si c'est plus difficile. Luxembourg, c'est un exemple de gestion de crise. Il faut comprendre que vous avez 200 000 personnes qui, à tous les jours, transitent vers le Luxembourg à partir des pays voisins, donc des allers-retours à tous les jours. Imaginez la gestion de ça. Mais ils ont très bien géré, tellement qu'on n'a pas entendu parler de la deuxième vague. Quant aux Pays-Bas, la stratégie de départ a été critiquée, mais par ailleurs, ils se sont repris en main. Il faut comprendre que les Pays-Bas comptent évidemment sur le port de Rotterdam, où il y a eu énormément d'activités. Ils ont aussi un secteur agroalimentaire très fort. Je vous dis deux mots sur des sujets plus transversaux. Brexit, ça brasse beaucoup. Comme on dit au Québec, il y a un sprint de négo cette semaine, mais ça ne va pas très bien. Le négociateur européen a avisé ses collègues qu'il fallait se préparer à un scénario de no deal. Évidemment, ça ne met aucunement en question, de quelque façon que ce soit, nos relations économiques avec le bloc européen. Ça n'a aucun impact sur la ECG, mais quand même, ça crée évidemment un peu de remous, la question du Brexit. Et bien sûr, j'y reviendrai un peu plus tard, les plans de relance, il y a énormément d'argent qui va être disponible et l'Europe s'est mobilisée. C'est la première fois que l'entité européenne pourra emprunter sur les marchés internationaux pour financer des activités européennes. Alors, à tout de suite. Justement, parlant de plan de relance, les marchés que vous représentez se sont tous dotés, comme tu le disais, Pierre-Luc, de plans de relance économique qui ont intégré aussi une notion de développement durable. Quelles sont les grandes tendances de ces plans et comment les entreprises québécoises peuvent-elles tirer profit? Y a-t-il des secteurs qui sont plus en demande que d'autres? Pierre-Luc, je te laisse la parole justement. Oui, bien merci, Guy. On avait convenu avec mes collègues là, de passer du général au particulier. Alors, je vais me maintenir à 10 000 mètres, mais vous allez voir que vous serez pas, ça ne sera pas très loin du terrain. Il faut comprendre que l'Europe a convenu, donc les leaders européens ont convenu l'été dernier, donc l'été 2020 en juillet, lors d'un sommet qui a duré 4 jours, de mettre des sommes d'argent faramineuses, et l'objectif est bien choisi, je pense, là, disponible pour les États, divisé en deux. Alors, d'un côté, vous avez un plan de relance qui, lui, va compter sur 750 milliards d'euros. Alors, au taux de change actuel, ça représente ça essentiellement 1 billion 200 milliards canadiens. Donc, ça, c'est uniquement en termes de plan de relance. Et le budget européen, lui, qui a été adopté par les leaders européens, c'est 1,1 billion d'euros, donc légèrement en dessous de 2 billions canadiens. Alors, vous voyez la quantité d'argent qu'il va y avoir de disponible dans les prochaines années. C'est actuellement en discussion devant le Parlement européen. C'est de bonne guerre. Le Parlement souhaite, par exemple, que soient revus certains montants, notamment alloués à la recherche et à l'innovation, mais prenez pour acquis, là, vous avez ici des sommes d'argent importantes. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour des entreprises? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour les gens d'affaires de chez nous? Ben, c'est pas très compliqué. Les États européens devront proposer des projets pour obtenir des sommes et avec ces sommes-là, bien entendu, lancer ces projets-là. Mais les projets devront évidemment être variés, mais il y a deux grandes tendances, le numérique et surtout les technologies vertes, surtout le virage vert. Et au moins 30 des projets qui seront proposés par les États devront porter sur les technologies vertes. Alors, nous avons au Québec de l'expertise là-dedans et ça pourrait être fort intéressant. Je vous donne un exemple. Vous pourriez imaginer un État comme la République tchèque qui décide de faire un vaste programme, par exemple, pour installer des bornes de recharge électrique sur tout son territoire. Mais dans un cadre comme celui-là, elle ferait un appel d'offres, ce serait donc un marché public, et là, il pourrait avoir un intérêt pour des entreprises de chez nous. Et ce qui sera surveillé également, et après ça, je passe la parole bien sûr à mes collègues, ce sera ce qu'on appelle la frontière carbone. Dans le plan et dans le budget de l'Europe, s'intègre également une politique verte et ça va intégrer ça une frontière carbone dont je pourrais vous parler un peu plus loin. Mais cette frontière-là, elle pourrait être à notre gros avantage compte tenu du bilan environnemental du Québec. Parfait. Du côté de la France, Michel,
Ben justement, je prends la balle au bon parce qu'il y a eu un énorme plan de relance, 100 milliards d'euros, ça c'est 155 milliards de dollars canadiens, dont 40 milliards sont issus justement du plan de relance de l'Union européenne. Et ce plan-là de relance vient s'ajouter à un plan de soutien aux entreprises qui avait eu aussi 470 milliards de dollars pour aider les entreprises, notamment le maintien à l'emploi, les secteurs qui étaient les plus touchés, l'aéronautique notamment en France. Donc, gros plan de relance, 100 milliards, c'est 3 à 4 fois plus que le plan qui avait été lancé pour contrer les effets de la crise de 2008. Donc, on prend ça très, très au sérieux. 3 grands blocs, transition écologique, 30 milliards de dollars, un peu ce que disait Pierre-Luc, donc le tiers pour biodiversité, gaz à effet de serre, économie circulaire, compétitivité des entreprises. La France veut baisser de 20 milliards de dollars l'impôt de production, l'impôt sur les entreprises. Cohésion sociale, territoriale, en France aussi, comme un peu partout. Les jeunes ont été très, très touchés, donc on veut favoriser l'emploi des jeunes, beaucoup d'argent pour favoriser l'emploi des jeunes, mais aussi donner de l'argent aux territoires, parce que ce sont les territoires qui ont le plus de pouvoir au niveau de l'économie. La philosophie de ce plan-là, c'est qu'on veut se servir de cette crise-là pour transformer l'économie française. Vraiment, le président Macron a dit, avec France Relance, qui est le nom du plan, nous voulons construire aujourd'hui la France de 2030, plus verte, plus respectueuse du climat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire justement pour les entreprises québécoises? On parle de transition écologique, 30 milliards de dollars. On veut, par exemple, l'hydrogène vert. Qu'est-ce que ça veut dire, l'hydrogène vert? L'hydrogène qui est fait à partir d'électricité verte. Quand on parle d'électricité verte, on pense bien sûr à chez nous, Hydro-Québec. Et une preuve, c'est pas pour rien qu'Air Liquide, une grande entreprise française, a choisi Bécancour pour installer son plus grand électrolyseur à membrane au monde pour produire justement de l'hydrogène décarboné. Donc, on le voit, l'avantage du Québec est très, très fort là-dessus. Il y a des entreprises québécoises dans les énergies alternatives, à Boralex dans les éoliennes, même chose pour Inergex, même chose pour Space, c'est dans le solaire. Ben, ces entreprises-là vont nécessairement être favorisées dans un plan où on favorise justement toute cette transition écologique. On parle aussi de rénovation énergétique des bâtiments. Toute la construction en bois. On commence à avoir une expertise incroyable au Québec, notamment, bon, la délégation, on est en contact avec Nordic Structure. On parle plan massif d'investissement en santé, l'intelligence artificielle et la santé. Ivado est déjà en contact avec l'INRIA. On regarde également, il y a une entreprise qui s'appelle Pétal MD qui a déjà des contrats avec certains grands centres de santé en France, Pétal MD, qui améliore l'efficacité des équipes médicales. Donc, c'est clair, il y a déjà des entreprises québécoises qui sont rentrées là, plusieurs autres, compte tenu de toute l'expertise qu'on a là-dedans. On parle également de mobilité, on parle tout ce qui s'appelle le militaire, bref, beaucoup d'opportunités pour nos entreprises. Ce plan-là, il sera sur 2 ans, donc on veut exécuter rapidement, concertation, et ce qu'on vise avec ce plan-là, c'est de retrouver en 2022 l'activité économique que l'on avait avant la crise. Parfait. Mariana, du côté de l'Italie? Eh bien oui, Guy, les grandes tendances ici en Italie sont très semblables à la France et répondent pleinement aux recommandations européennes dont mentionnait Pierre-Luc. Donc, le plan officiel n'a pas encore été déposé, le gouvernement y travaille, mais il y a eu un projet élaboré déjà au mois de juin et ce projet a été adopté et naturellement, il se base sur 3 axes. Donc, la transition numérique, la transition vers l'innovation, la transition verte et le soutien à la croissance, à la compétitivité au secteur stratégique. Mais ce qu'il y a de épatant en Italie, et je crois que vous le savez, c'est que l'Italie va toucher la plus grande tranche des fonds de relance européenne, 209 milliards d'euros, à condition que les projets présentés sont porteurs, qu'ils soient porteurs stratégiques et alignés avec les recommandations. Et ils vont le être parce que ces recommandations s'alignent parfaitement avec les besoins que l'Italie a. Je vais commencer avec le soutien au secteur stratégique parce que les secteurs stratégiques en Italie sont les mêmes secteurs clés porteurs que chez nous. Le secteur de l'aérospatiale, par exemple, ils ont annoncé des investissements massifs de 13 milliards d'euros. Vous devez savoir que la chaîne de valeur Québec-Italie dans l'aérospatiale va très bien et que des PME québécoises sont en Italie à se proposer comme fournisseurs. Ça va très bien dans ce domaine. On regarde, par exemple, aussi les sciences de la vie, comme a mentionné Pierre-Luc.
l'Italie, en termes de pharmaceutique, est le premier producteur de médicaments en Europe, il est le deuxième consommateur. On parle des industries créatives pour les industries stratégiques. Qui, plus que le Québec, peut offrir des solutions, des produits, qui peut être un fournisseur naturel? Mais là où vraiment c'est important pour l'Italie, ce sont les investissements massifs dans ce qui est la transition numérique. L'Italie affiche déjà un retard. L'Italie va investir massivement dans tout ce qui est le numérique et la sécurité. On pense ici à la cybersécurité, mais nous avons des sociétés au Québec qui sont extraordinaires. Pensez que le plus important aéroport en Italie, de Rome, le principal dans la Méditerranée, tous les systèmes de vidéosurveillance et de grandes données ont été confiés à Genetec de Montréal. Donc, nous avons les solutions. Des milliards aussi vont être dépensés pour l'intelligence artificielle. Je n'ai pas à vous dire qu'on peut beaucoup offrir des solutions. Et pour ce qui est de l'économie verte, un tiers, ça équivaut 70 milliards, va être investi dans l'économie circulaire, la mobilité durable, le secteur de l'énergie. On a un exemple extraordinaire ici à Milan. La société Zebex de Blainville a fait de Milan son hub européen. La société développe, fabrique et conçoit des produits pour transformer le gaz en source d'énergie verte. Donc, comme vous voyez, c'est le moment de saisir la balle au bon parce que l'Italie a des besoins et maintenant l'Italie peut même avoir les fonds financiers, les ressources financières pour pouvoir répondre à ses besoins. Et l'Italie a besoin de partenaires comme nos fournisseurs, nos PME québécoises. Justement, vous avez parlé beaucoup d'argent public. On le sait, l'accord du libre-échange avec l'Europe, la ECG, inclut un accès à nos entreprises au marché public européen. Quels sont les grands projets d'infrastructure à venir dans vos marchés plus précisément? Et quels sont, vous en avez parlé un petit peu, mais quelles sont des opportunités où vous voyez il y a un gros projet qui arrive et ce n'est pas encore tout décidé, donc il y aurait une opportunité, une occasion d'affaires pour nos entreprises. On va commencer peut-être par Michel. Oui. Écoutez, avant de parler des opportunités, moi, je veux lancer un message à toutes les entreprises québécoises. Profitez de cet accord-là. Il est en vigueur actuellement. Il n'est pas ratifié par tout le monde, mais il est en vigueur. C'est 97 % des droits de douane qui sont enlevés et justement un accès au marché privé. Et en ce moment, quand on regarde les chiffres, la France en profite beaucoup plus que le Québec. Les exportations québécoises vers la France ont beaucoup augmenté en 2019. C'est l'inverse pour le Québec. Donc, s'il vous plaît, pensez-y. Il y a là quelque chose d'extraordinaire. Quand on regarde la France, c'est clair, encore une fois, avec leur relance, ils vont bâtir des hôpitaux, ils vont bâtir des écoles, on va avoir besoin d'équipements. C'est clair, on a des entreprises qui peuvent regarder de ce côté-là. Je pense que les deux plus grands chantiers, ce sont les Olympiques en 2024, tout un village olympique qui devra être construit. Il y a aussi toutes les infrastructures sportives. Et justement, dans la même ordre d'idée, il y a le Grand Paris qui est 200 km de nouvelles voies, une soixantaine de stations qui devraient être prêtes pour 2024 pour les Jeux olympiques. Il y a là ces deux immenses chantiers. Je pense par exemple à Polycor, qui est le leader dans les pierres naturelles, une entreprise québécoise, qui a déjà beaucoup de contrats en France. Déjà, il lorgne ces projets-là. Et nous, on se dit, il faut que les entreprises québécoises se positionnent. On est déjà très, très proactifs. Lors du Bourget, le ministre Fitzgibbon était venu en juin 2019. On avait organisé un petit déjeuner avec des entreprises québécoises et les gens de la Société de livraison des ouvrages olympiques, déjà pour les mettre en contact. Et on les suit, dès qu'il y a un appel d'offres, on contacte les entreprises québécoises qu'on pense qu'ils pourraient avoir des chances. Donc là, deux gros, le Grand Paris et les Jeux olympiques, mais il y a aussi, bien sûr, je le disais tout à l'heure, sécurité, la défense, le militaire, beaucoup de contrats parce que la France veut soutenir son secteur aéronautique, donc on va y aller sur le militaire, ferroviaire, de très belles opportunités aussi. C'est pas un marché facile, mais il faut tenter notre chance et les gens de la délégation, évidemment, sont là pour accompagner. Comment on peut avoir accès justement à cette liste de contrats-là ou des appels d'offres? Est-ce que vous les avez, j'imagine, vous avez accès à ça? On a accès à ça, donc vous appelez la délégation et on pourra vous mettre en contact. Parfait. Du côté de l'Italie, Mariana,
les grands Et projets? alors, ici, on a un très grand chantier. Michel parle des Olympiques de 2024. L'Italie, vous savez, va accueillir les Jeux d'hiver de 2026. Et on connaît l'hiver, pas seulement pour pratiquer les sports, mais aussi pour construire des infrastructures. Les Jeux d'hiver vont avoir lieu à Milan, en Lombardie, et en Vénétie, in Cortina d'Ampezzo. Donc, ça fait 2 sites avec tous les défis que ça peut comporter, parce que la mobilité des gens, l'accueil, l'hospitalité, la logistique, tous les chantiers. Alors, cette semaine, le ministre de l'Économie italien a confirmé que les projets d'appel d'offres vont être publiés en janvier et vous pouvez être certain, Guy, qu'on sera là à l'écoute en veille de toutes les façons possibles, vidéo, Zoom, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, il y a tout ça à bâtir. Notre délégation suit de près tout ça, mais déjà, on sait qu'il y a 46 œuvres qui sont considérées essentielles, qui doivent être réalisées. Alors, il y a l'agrandissement du terminal de Milan de Malpensa, il y a la modernisation technologique et logistique du lien de train de Milano de Malpensa au centre-ville, l'électrification du réseau de chemin de fer de la Vénétie. Et que dire des industries créatives? Je vais vous ramener à 2006 à Turin. C'était le Cirque du Soleil qui a ouvert et qui a clôturé les Jeux olympiques de 2006. C'était encore le Cirque du Soleil qui se réalisait chaque soir pendant l'exposition universelle de Milan. Je veux dire, on a des opportunités extraordinaires. Et l'Italie, en ce moment, utilise cette crise comme une occasion pour réformer, tenez-le bien, Guy, son système d'appel d'offres. Finalement, pour réduire la bureaucratie, la lourdeur, parce que c'est aussi un sine qua non des fonds européens. Donc, l'Italie est là-dessus, penchée là-dessus. Ça, c'est pour les Olympiques, donc on va vous donner des nouvelles en janvier. Mais pour ce qui est des secteurs de transport, de la logistique, actuellement, l'Italie a déjà annoncé la prolongation du réseau haute vitesse, le réseau de train pour le sud de l'Italie, la modernisation des ports maritimes. Vous savez, 4 des ports en Italie sont reliés avec le Canada et un de ces ports est le plus important en Europe pour capacité de conteneurs. Et aussi l'agrandissement des aéroports pour renforcer la logistique intermodale. Ce sont tous des spécialisations qui sont les nôtres. Et on nous a confirmé que ces besoins d'investissement en infrastructure, juste ces besoins, dans les prochaines 5 années, vont voir des investissements de 300 milliards. Et d'ailleurs, 100 milliards d'euros doivent être dépensés d'ici 18 mois. Donc, le moment est propice. Je ne vous entends pas. On va attendre au mois de janvier, justement, pour avoir tout ce qui est pour tous les appels d'offres pour les Olympiques. Du côté du Benelux, Pierre-Luc. Oui, je pense qu'il y a quelques messages importants, puis je pense ici à vos membres, là. L'accès au marché public et puis l'exportation du savoir, c'est pas juste pour nos grands groupes québécois. Il y a beaucoup de PME qui sont actives et qui doivent l'être, et ça peut être parfois un tremplin exceptionnel ou la possibilité de prendre beaucoup d'amplitude dans ces activités. Et vous savez, ces choses-là, elles existent pour vrai. Parfois, ça peut sembler bien loin, un marché public situé, je ne sais pas moi, à Bruxelles ou à Amsterdam, mais c'est des choses qui existent pour vrai. Une des bonnes façons de procéder quand on veut exporter comme ça son savoir et avoir accès à des contrats de cette nature-là, c'est parfois de faire une entente avec un partenaire local. Et quand on dit ça, quand on dit entente, c'est pas se faire gober par le partenaire, bien au contraire. C'est vraiment se servir de la connaissance du milieu partenaire pour faciliter l'accès à ces contrats-là. Puis sachez une chose, c'est que, par exemple, nous, à Bruxelles, on est ici depuis 50 ans. Fait que le réseau, on l'a. Le réseau sur le territoire, on l'a. On connaît les joueurs. Et ça, on serait prêt à aider, bien entendu, des PME de chez nous qui veulent exporter. Je vous donne quelques exemples vraiment pratico-pratiques. Vous avez le groupe Lavergne, qui est une PME du Québec, qui a obtenu un contrat dans le recyclage du plastique de la part du gouvernement wallon, donc la partie francophone de la Belgique. Ça, c'est un appel d'offres public. Il y a une entreprise québécoise spécialisée dans l'éclairage de rêve qui, elle, est en lice et parmi les finalistes pour l'obtention d'un contrat important pour la transformation de l'ancienne bourse de Bruxelles en palais de la bière, bienvenue chez nous. Vous avez également la Bruxelles-Capitale, la région de Bruxelles-Capitale, qui a annoncé cet été qu'elle entendait, par appel d'offres public, doter la grande région de Bruxelles de bornes de recharge de véhicules électriques. Alors, comme vous le voyez, il y a des choses qui existent et ce n'est pas juste pour les très grands joueurs. On a entendu parler beaucoup depuis cette crise, en fait, un peu partout à travers le monde, de l'émergence de plusieurs initiatives pour soutenir l'achat local. Ici au Québec, on a ce qu'on appelle le panier bleu.
un mouvement qui est très noble, mais qui est quand même un défi pour nos entreprises exportatrices. Est-ce que ce mouvement-là est très fort dans vos marchés? Est-ce que vous voyez une évolution? Est-ce qu'il y a un essor du protectionnisme qui prend forme? Dans quelle mesure cette tendance représente vraiment une menace pour nos entreprises qui exportent? On va commencer par Mariana pour l'Italie. Oui, je vous remercie, Guy. J'aimerais faire une prémisse. Les Italiens aiment la qualité de leurs produits, a priori. Ils aiment leur nourriture, ils aiment leurs autos, ils aiment leur mode, leur design. Ils ont toujours eu la tendance à acheter local, car le Made in Italy a toujours été une raison de fierté. Il n'y a pas eu de véritable appel du gouvernement durant le confinement, car cette habitude était déjà très bien installée. Mais si l'Italie n'a pas eu de panier bleu, je dois vous dire qu'on a assisté à une véritable révolution dans la façon de faire des achats. Les Italiens sont passés des magasins, des boutiques, des piazzas aux achats en ligne. Imaginez, les achats en ligne en Italie cette année, à date, sont presque 6 fois plus élevés que l'année passée. Il y a eu des secteurs, naturellement, qui ont enregistré vraiment un impact important, comme dans la nourriture, qui a augmenté de presque 60% d'achats en ligne, ou bien le meuble, la décoration, 30%. C'est donc dans ce créneau que je vois une opportunité à saisir pour nos entreprises. Une fois que votre produit québécois est disponible sur une plateforme commerciale e-commerce européenne, cependant, qui est dotée de toute une infrastructure d'entreposage, de distribution, de services à la clientèle, il devient facilement disponible au grand marché de l'Europe, 450 millions de consommateurs, dont 60 millions d'Italiens de plus en plus gourmands pour des achats en ligne. Je ne parlerai pas de menace, Guy. Je vois ici une opportunité. Maintenant que les Italiens ont découvert le plaisir des achats en ligne, la facilité, la modalité, la praticité, c'est une tendance qui va rester. Ceci dit, le consommateur italien, vous devez savoir, est un consommateur exigeant, informé, il exige la qualité avant tout, la beauté du produit, la nouveauté. Donc, si vous avez un produit innovateur, quelque chose de nouveau à proposer, c'est un marché qui est très intéressant pour vous, mais qui doit être accompagné, comme j'ai dit, de cette plateforme européenne et du marketing local dans le pays intéressant. Donc, c'est une plateforme, c'est pas Amazon qu'on parle, là. On parle d'une plateforme. Lui, c'est le géant dans la pièce. On peut en avoir d'autres, peut-être. Dites-moi, Michel, du côté de la France. Oui, effectivement, la France, quand on parle du fameux France Relance, on a dit que ça allait être un accélérateur de souveraineté avec des programmes de relocalisation. Donc, on veut favoriser le retour des entreprises en France. On veut également favoriser l'achat de biens essentiels dans la santé, l'agroalimentaire. On veut faire sa propre simplicité. Donc, oui, il y a un discours en France de souveraineté, un discours effectivement qui ressemble à celui de M. Legault. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on veut favoriser la souveraineté, dans des secteurs où c'est essentiel que la santé, ça se comprend, qu'on ferme les frontières. Et là-dessus, justement, je reprends le message de Pierre-Luc. Je pense qu'une façon de faire, c'est soit en partenariat ou de s'installer sur place. Un exemple, Macogep, qui est une entreprise québécoise qui fait de la gestion de projet, a maintenant un siège social à Lyon. Elle vient de décrocher un énorme contrat pour une grande usine de masse qui va être construite en Alsace, plus grande usine de masse pour toute l'Europe, mais c'est Macogep qui a obtenu le contrat de gestion de projet. Pourquoi? Parce qu'il a son siège social sur place. Donc, on ne ferme pas, mais effectivement, dans un contexte comme celui-là, je pense que c'est bien de penser à faire des partenariats ou à venir s'installer, à ouvrir un siège social, aussi petit soit-il, pour pouvoir justement faire partie des gens qui pourront participer aux différents appels d'offres et être considérés donc comme local. Et c'est la même chose chez nous quand on regarde Bonduelle qui a acheté en 2007 les aliments Carrière. Aujourd'hui, Bonduelle, c'est 30 millions de dollars qui vont dans les coffres des fermiers québécois parce que Bonduelle est venu s'installer au Québec. Donc, lorsqu'on s'installe sur place, on fait maintenant partie de l'écosystème et on peut donc faire des choses et faire du développement économique. Donc, oui, ce sera peut-être plus difficile, mais il faut penser partenariat et s'installer localement. Du côté du Benelux, Pierre-Luc, comment... Oui, ben en fait, si je rebondis, comme on dit en Europe, sur ce que Michel vient de dire, en fait, c'est établi en Europe, on devient local.
Mais moi, je vous encouragerais à être prudent avec le concept. L'achat local, c'est en soi une très bonne chose. Il faut le favoriser dans certains secteurs parfois plus stratégiques, mais l'achat local, ça veut surtout dire de minimiser les importations inutiles. L'exemple qui est souvent donné, c'est à quoi bon faire venir de l'eau embouteillée de l'Océanie quand on en a sur son propre territoire et qu'on peut l'embouteiller. Bon, ça, c'est l'exemple classique. Mais vous savez, l'achat local, quand on parle d'économie circulaire, ça vise justement à optimiser le circuit économique, en faire quelque chose aussi plus respectueux de l'environnement. Mais ça ne veut pas dire qu'on ferme les frontières ou qu'il n'y a pas d'occasion d'affaires. Vous savez, le consommateur, il va toujours rechercher le meilleur rapport qualité-prix. On l'a vu parce que dès la fin disons, du confinement, il y a eu un certain retour là, à ces habitudes-là de viser le meilleur rapport qualité-prix. Mais moi, là-dessus, je pense que ce qui est le plus fondamental, c'est de réaliser que si vous êtes dans le marché et que vous êtes actif dans le marché, vous êtes local. Alors, c'est ça qu'il faut retenir. Et deuxièmement, il faut savoir que l'économie circulaire, ça peut être une bonne chose, mais qui dit circulaire dit cercle et on peut devenir un participant de ce cercle-là. Alors, il y a des occasions d'affaires là aussi. Parfait. La crise actuelle amène plusieurs défis pour des exportateurs qui désirent développer de nouveaux marchés. On a fait un sondage à la Chambre à la fin mai, puis il y avait 64% des répondants qui ont indiqué que la crise actuelle les incite à considérer des nouveaux marchés cibles et de changer leur stratégie d'affaires, ce qui est une bonne chose en soi. Comment votre réseau présentement, comment les délégations peuvent concrètement appuyer ces entreprises-là qui sont intéressées par l'Europe? On pense, bon, avec tout le confinement, avec tout ce qui se passe, comment ça se passe de votre côté? Michel, vous voulez commencer? Oui. Tout à l'heure, Pierre-Luc parlait de 50 ans d'existence en Belgique. En France, nous, c'est 60. On va fêter nos 60 ans l'année prochaine. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, la délégation jouit des droits et privilèges d'une ambassade. C'est le seul endroit où le Québec a le statut de nation. Et ça, vous n'avez pas idée à quel point ce sont de très, très grands privilèges. On a accès directement aux politiciens. Donc, depuis 60 ans, on a établi un réseau de contacts dans tous les secteurs, puis un peu partout, parce que les territoires sont très, très importants. Il faut penser territoire, beaucoup. Et c'est ce qu'on fait, nous, maintenant, puisque maintenant, on ne peut pas vraiment accueillir ni de ministres, ni d'entreprises. On est très proactif. Donc, on va au-devant, on va beaucoup dans les territoires. Territoires, même tissu industriel que le Québec, ce sont des PME. Je pense par exemple à la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 8 millions d'habitants, c'est la même grosseur que le Québec, une économie florissante, innovante. Donc, il faut penser territoire, il faut aller créer des liens. J'ai recommencé à recevoir à la résidence, on n'est pas plus que 6, j'ai une grande table, geste barrière, on est correct. Mais ce qu'on veut, c'est poursuivre ces liens-là. Poursuivre les liens qui ont été développés. Maintenant, les entreprises ne peuvent pas aller, par exemple, dans des salons. Bien, ce sont nos attachés qui vont aller représenter certaines entreprises québécoises dans des salons. Donc, on a changé notre façon de travailler, plus proactif, moins de dossiers, mais on suit beaucoup plus profondément. Donc, moins de volume, plus d'impact. Paris, c'est une 60aine de personnes qui travaillent pour eux, 11 personnes en économie. Et ce que je veux dire, c'est que souvent les gens ont pensé « Ah, Paris, c'est la culture et la politique ». Non, c'est aussi, et c'est maintenant beaucoup l'économie, c'est le mandat que j'ai eu. Donc, c'est se servir de tout ce qui a été développé comme tremplin pour faire de la business, garder l'économie en filigrane de chacune de nos actions. Et c'est comme ça donc on va pouvoir accompagner. Donc, on est encore là, très proactif. Et dès que les frontières vont s'ouvrir, qu'il n'y aura plus de quarantaine au Canada, ben, on aura tellement travaillé à maintenir les liens qu'on pourra être très, très proactif pour aider les entreprises d'ici. Oui, parce que ça peut être un frein, en fait, la quarantaine. C'est pas là-bas, on n'a pas de quarantaine à faire, mais quand on revient, exactement. On a une quarantaine à faire. Donc, pour des gens d'affaires, ça peut être contraignant. Du côté du Benelux, Pierre-Luc? Oui, bien, écoutez, d'abord, notre équipe est à votre service. Vous avez une équipe qui est d'abord trilingue. L'équipe économique, ils sont tous trilingues parce que, comme vous savez, le néerlandais occupe une place importante sur notre territoire. Donc, français, néerlandais et anglais. Ils ont une connaissance du marché et des marchés parce que, évidemment, dans le Benelux,
il y a des particularités sur certains territoires. Ils ont la connaissance de la culture, savent s'y adapter. Et ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que notre seule loyauté, notre seul objectif, c'est d'aider les entreprises québécoises. Évidemment, on le fait aussi dans d'autres domaines. Nous aussi, on a un rôle politique, on a un rôle dans la culture, on a le rôle très important de représenter le Québec, et le Québec se représente lui-même au sein des institutions de l'Union européenne, mais je voudrais que vous reteniez ça. Notre seule loyauté, c'est vous autres. Parfait. Côté de l'Italie, Mariana? J'arrive. Alors, tout ce que mes collègues ont dit est valable ici aussi. Et entre la Belgique et la France, l'Italie, 50-50 que le Québec est en Italie. Nous le fêtons cette année d'ailleurs. Donc, nous avons aussi une belle relation avec les régions, avec les gouverneurs régionaux. Nous avons aussi une équipe avec des expertises, des connaissances pointues, qui connaissent très bien le territoire, qui sont trilingues, tout ça. Mais le message que j'aimerais donner aux entreprises, c'est que l'Italie n'est pas aussi compliquée qu'ils peuvent le penser. Et que c'est un marché après tout riche, c'est un pays du G7, c'est une puissance industrielle étourdissante, c'est la deuxième puissance industrielle après l'Allemagne. Qui le savait? 30% d'un Mercedes, les composants sont fabriqués en Italie, par exemple. Et l'entrepreneur italien a ce goût de l'international. Il a toujours travaillé à l'international. C'est une grande force d'exportation, mais il aime les collaborations, il aime les relations, il veut redémarrer. Vous savez ce qui est remarquable, Guy? Jamais comme avant, avec cette distanciation physique, on n'a jamais eu autant de contacts avec nos entreprises au Québec. On dirait que les dossiers se règlent plus vite. On dirait que les contacts se font avec plus de facilité. Ça doit être à cause de tout ça. Soudainement, les choses bougent, elles bougent vite. Michel et Pierre-Luc vous l'ont dit, nous ici, on ne s'est pas arrêté un instant. Nos équipes se sont préparées pour la relance. Ils ont travaillé même en équipe, entre nous, avec tous les 6 bureaux à travers l'Europe, pour donner une offre majeure à nos entreprises au Québec. Il y a une frénésie ici de repartir. Les Italiens, les entrepreneurs italiens, vous savez quelle est la question qui nous est plus posée? Quand pourrons-nous retourner à Montréal et au Québec? C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Nous travaillons au dossier des zones d'innovation à Milan, de Milan Innovation District, sur une collaboration avec le Québec. Alors, le développeur, le promoteur du projet, qui est un projet tellement innovateur, il nous appelle à chaque 2 semaines. Est-ce que le confinement s'est arrêté? Est-ce qu'on peut revenir? Donc, il y a un goût de faire, il y a un goût de collaborer. Et il y a surtout la connaissance de savoir qu'avec nous, ils peuvent travailler, qu'on est très semblables, qu'on a des atomes crochus et que ça peut aller très bien. Comme dernière question, avant de passer aux questions du public, pouvez-vous nous révéler un aspect méconnu de vos marchés que vous représentez? Quel est le secret le mieux gardé de vos marchés? Mariana, l'Italie? Oui, alors, l'Italie n'est pas seulement le pays de la dolce vita, du soleil, des vacances. C'est une puissance industrielle, comme je vous ai dit, un pays du G7, un membre fondateur de l'Union européenne, avec une grande vocation internationale, un pays avec un tissu industriel très important et avec une structure des PME très semblable à la nôtre. Mais bien que l'Italie ne soit pas un pays francophone, l'Italie est un pays francophile. En Italie, on compte 11,5 millions de locuteurs francophones. Ça, c'est plus que le Québec, c'est plus que le Canada. En Italie, chaque année, des étudiants italiens sont diplômés des lycées italiens, 350 lycées italiens, mais ils sont diplômés en français grâce à un accord France-Italie. Donc, on a un bassin extraordinaire, on a une clientèle extraordinaire qui est très francophile. Je pense, par exemple, aux étudiants qui peuvent s'intéresser par nos universités. On peut les attirer à Montréal ou à Québec. Je pense au bassin de travailleurs spécialisés. Vous connaissez tous les Italiens au Québec qui ont une spécialisation, n'est-ce pas? Alors, nos entreprises qui regardent à l'étranger pour recruter de la main-d'œuvre spécialisée, pourquoi pas en Italie? Des chercheurs qui peuvent collaborer avec nos scientifiques sur des solutions innovatrices pour nos industries et des partenaires économiques et commerciaux pour nos entrepreneurs québécois. Donc, le secret le mieux gardé, c'est en effet le potentiel qu'offre l'Italie pour l'économie. Merci, Mariana. Pierre-Luc, le Benelux, quel est le secret le mieux gardé? Alors, si le Benelux était un pays, ce serait le plus important marché d'exportation pour le Québec. Donc, si vous rassemblez Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, essentiellement un marché d'à peu près 30 millions d'habitants,
vous avez le plus important marché d'exportation au Québec. Je vous donne un exemple. Pour les 6 premiers mois de 2020, 856 millions d'exportations pour le Québec. Si vous comparez avec l'Allemagne, on y a exporté 170 millions. Donc, ce que je vous révèle, c'est un grand secret, mais ce que je vous révèle surtout et ce que je partage avec vous, c'est que c'est une remarquable plateforme de développement, une remarquable plateforme pour s'y établir et après ça rayonner en Europe. 2 grands ports, Rotterdam-Anvers, 3 aéroports de cargo et de fret, parmi les plus importants, dont celui de Liège. Donc, vous avez ici une grande plateforme et un marché d'exportation exceptionnel et on vous attend. Merci. Michel, du côté de la France, le secret Du le côté mieux de la gardé. France, ouais, du côté de la France, je pense qu'on a encore une image très poussiéreuse de la France au Québec. On a encore l'impression que les lois du travail, c'est contraignant, qu'on n'aime pas les entrepreneurs, que c'est difficile de faire des affaires. Ben, ça change. La France change beaucoup. Il y a eu plusieurs réformes pour justement plus de flexibilité au niveau du travail qui ont été faites sous les anciennes présidences, mais accélérées par Macron, de telle sorte qu'aujourd'hui, le travailleur français est le travailleur le plus productif de toute l'Union européenne, plus productif que les Allemands. Donc ça, quand je dis ça, je sais que j'en surprends beaucoup. Que c'est en France qui s'est établi le plus grand nombre d'entreprises, qui s'est créé le plus grand nombre d'entreprises en 2019. Ça aussi, on est très étonné. Que c'est en France que le pourcentage de recherche et de développement en fonction du PIB, 0,4 %, est le plus important de tous les pays de l'OCDE. Donc, cette France que l'on voit encore avec le béret et la baguette, on le voit encore un peu. Mais au niveau des affaires, c'est plus ça du tout. C'est une France qui veut innover, qui pousse beaucoup, qui change et qui continue à changer avec le fameux plan France Relance. Quand on dit qu'on va diminuer de 20 milliards de dollars l'impôt sur la production, c'est qu'on veut vraiment maintenant faire de la France un endroit où faire des affaires, les entrepreneurs sont les bienvenus. Et c'est ce que je dis à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Oui. On va passer à des questions du public. On a un peu de temps. Première question qui vient de Daniel Coderre. La médecine de précision et l'intelligence artificielle ont été identifiées par le ministre Fitzgibbon comme moteur de la relance au Québec. Qu'en est-il sur vos territoires? Qui veut... Moi, je peux répondre parce que Daniel Coderre, c'est Génome Québec, évidemment. Génome a beaucoup de partenariats déjà avec la France et de très, très beaux partenariats avec des instituts extrêmement importants. Donc, c'est clair, chez nous, en France, c'est un secteur sur lequel on pousse beaucoup. Il y a beaucoup d'argent d'investi et voilà, Génome Québec en est la preuve. Il y a beaucoup d'appétit pour l'expertise québécoise. Si je peux bien, Guy, c'est la même chose en Italie. On a beaucoup d'intérêt. Il y a un grand appétit pour l'intelligence artificielle appliquée aux sciences de la vie. D'ailleurs, nous avions une mission qui devait être à Montréal au mois d'avril, mais le COVID nous a réglé ça. Mais on continue. Oui, il y a un grand intérêt. Ce sont des marchés qui regardent notre expertise pour une valeur ajoutée. Je peux peut-être rajouter, salut Daniel, je peux peut-être rajouter mes figues, mes raisins, mais j'ai retenu ce matin une nouvelle sur une PME belge qui a trouvé pas mal d'euros en financement, qui travaille sur la sédation numérique. Alors, je suis en train de me documenter sur la sédation numérique, donc comment anesthésier quelqu'un par le numérique. Je vous reviens là-dessus. Parfait. Autre question de Marie-Ève Huot, cette fois. Qu'en est-il du secteur culturel et des arts vivants pour les organismes dont le modèle d'affaires est basé sur une activité à l'étranger? C'est encore difficile. C'est encore difficile. En France, on essaie de relancer, mais avec la situation sanitaire actuelle, c'est un des secteurs qui souffre beaucoup, tout comme au Québec d'ailleurs. Le théâtre a repris. Je suis allée au Théâtre de la Colline avec c'est Wajdi Mouawad, qui est un Québécois qui est à la tête du Théâtre de la Colline. Ça reprend, mais c'est évident que c'est un des secteurs qui est extrêmement touché. C'est encore très difficile de faire venir des artistes québécois en France, par exemple. Puis, je peux peut-être ajouter sur ce que Michel dit. Par contre, il y a un peu de lumière au bout du tunnel. Si je regarde le marché francophone de Belgique, et en particulier la région de Bruxelles, ils ont annoncé, et ça commence, là, un plan. Actuellement, c'était 50% des salles qui pouvaient être remplies. On augmente à 60, 70. L'objectif est
la personne responsable des dossiers de la culture chez le bourgmestre, donc chez le maire de Bruxelles, ce matin en entrevue mentionnait que l'objectif d'ici la fin de l'année, c'est de réatteindre le 100%. Mais donc, on est en progression. Donc, ça reprend. C'est difficile, Michel a raison. Et Dieu sait si on pense à tous nos artistes de façon régulière. Mais si je regarde sur notre territoire, on voit qu'il y a une volonté d'augmenter la possibilité pour les gens, en fait, d'augmenter le nombre de spectateurs présents. Du côté de l'Italie, oui. Oui, c'est la même situation ici, mais pendant qu'on se parle maintenant, actuellement, dans ce moment, a lieu la Biennale du cinéma à Venise. C'est le premier grand rendez-vous international en présentiel. Et cet après-midi, il y a d'ailleurs un film du Québec qui va clôturer le festival. Nous avons Marie Chouinard aussi à la Biennale de danse qui finit ses 4 années de direction ici. C'est une situation qui change rapidement, qui évolue. C'est quoi le maximum que vous pouvez être dans une salle? Est-ce que c'est comme ici 250 ou… En tout cas, en Belgique, c'est 200. 200, OK. Oui, ici aussi. Qu'en est-il une autre question de Christian Haché cette fois, qu'en est-il du marché agroalimentaire? C'est-à-dire? Je n'ai pas de précision, mais j'imagine qu'on parle des débouchés pour le secteur de l'agroalimentaire dans vos marchés respectifs. D'abord, je vais saluer Christiane, qui était membre d'une mission, si je ne m'abuse, qui s'est faite en Europe. Je pense qu'ils sont allés en France. Là. Elle était membre d'une mission l'automne dernier. Le temps a bien changé, mais il y a de la place sur le marché de l'agroalimentaire. Je vais laisser mes collègues parler de leur marché, mais dans le nôtre, il y a de la place pour aussi certaines niches fort intéressantes, produits de qualité, produits novateurs. Il faut savoir qu'ici, l'écosystème agroalimentaire est assez fort, mais un produit de qualité avec j'allais dire, une dose d'exotisme, quelque chose de nouveau, avec quelque chose d'intéressant et de qualité. Il y a de la place, puis on en a placé des produits au cours des dernières années. C'est la même situation ici, Guy, en Italie. Des produits de niche, de qualité, novateurs, le biologique. Le biologique, c'est le mot. Les Italiens sont très gourmands pour le biologique. Oui, il y a de la place, absolument. Michel, ça va? Je n'ai rien vraiment à ajouter. Parfait. Le temps file. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Je vous remercie à vous quatre, en fait, d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment un échange très, très enrichissant. Merci à vous tous à la maison d'avoir été à l'écoute. Les autres questions, il reste quelques questions qui n'ont pas été répondues, mais les 3 délégations se font un plaisir de répondre à vos questions par courriel. Enfin, je vous invite, nous espérons vous revoir pour la prochaine causerie CGI le 15 septembre prochain, où nous recevrons Geneviève Morin, qui est présidente directrice générale de Fonds d'Action. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end à tous. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.